Et salut YouTube, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez badant. Je préviens tout de suite, je ne vais pas montrer d'images des affaires dont on va parler parce que je pense qu'elles sont gravissimes, mais que ça ne justifie pas d'alimenter un voyeurisme qui pourrait être peut-être assez toxique. Cela dit, petit trigger warning quand même, il y a des sujets assez violents qui vont être abordés dans cette vidéo. Donc si jamais vous savez que c'est des choses qui vous touchent, faites attention à vous et ne vous forcez pas à regarder. Il y a un mois et demi, Raphaël Graven, un streamer connu sur internet sous le pseudonyme Jean Pormanov, perdait la vie en direct lors d'un live. Un live particulier pour beaucoup de raisons. D'abord, pour sa longueur, 298 heures, tout simplement 12 jours de stream non-stop. Ensuite, pour la somme énorme qui était récoltée, 36 000 € juste pour ce live, mais surtout un live particulier pour ce qui s'y passait, parce que rien, absolument rien dans ce live n'était normal. Il n'y a qu'à voir comment la mort de Jean Pormanov est découverte. Jean Pormanov est allongé sur un matelas au sol, il semble dormir, et l'un des autres participants du live lui lance une bouteille en plastique dans la tête. Voyant que Jean Pormanov ne réagit pas, l'homme se lève et lui inflige plusieurs petits coups de pied avant de lui donner des gifles. Comme l'a souligné la journaliste Elsa Galland dans une enquête pour Blast, à ce moment-là, l'homme vient tout simplement de gifler un cadavre. Bienvenue dans l'enfer d'Internet, un enfer, vous allez voir que même un décès en direct ne semble pas suffire à arrêter. En 2020, en plein Covid, Raphaël Graven est confiné. C'est un ancien militaire qui a travaillé sur la base aérienne de Metz pendant 10 ans, mais qui a démissionné en 2007 et qui vit depuis de petits boulots. Raphaël Graven, c'est un homme assez précaire qui passe fréquemment par le RSA, un homme de 41 ans qui tourne en rond chez lui et qui décide de profiter de la crise sanitaire pour se lancer dans un milieu qu'il a toujours aimé, le gaming en live. Il s'inscrit sur TikTok, puis sur Twitch, et il commence à streamer des parties de Fortnite. Un jeu où il est, faut pas se mentir, plutôt mauvais. Il gagne même très rarement, mais il a quand même un truc, sa personnalité. C'est que sur internet, Raphaël Graven, c'est quelqu'un qui dénote. Déjà, il a 40 ans, mais surtout, il s'énerve, il gueule, il insulte tout le monde quand il perd, c'est un personnage haut en couleur, et ça va très très vite le faire remarquer. Rapidement, Raphaël Graven, il commence à gagner en abonnés. Il y a des clips qui tournent sur lui, sur TikTok, et les stats de ses lives, elles augmentent jour après jour. Sans qu'il ait le temps de s'en rendre compte, Raphaël Graven, il devient un créateur de contenu avec une communauté. Un jour, pendant une partie de GTA RP, Raphaël, il va s'inventer un personnage de russe étrange qu'il va appeler Jean Pormanov. Le personnage est très très vite oublié, mais le nom, lui, y reste. Désormais, Raphaël Graven sera Jean Pormanov, un surnom qu'il gardera jusqu'au jour de sa mort. Et le style de Jean Pormanov, quelqu'un le remarque, et le remarque bien. Un certain TheKerry78, un youtubeur et streamer qui cumule plusieurs millions d'abonnés et qui propose à Raphaël Graven une collaboration régulière. Sauf que TheKerry78, c'est pas exactement un streamer de jeux vidéo. Oui, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître en jouant à Call of Duty notamment, mais c'est quelqu'un dont la majorité des vues viennent en fait de vidéos où il casse tout ce qui l'entoure. En gros, le gars, il joue à un jeu, puis d'un coup, il perd et il se met à hurler en défonçant son clavier, son siège, sa manette, des moments pas vraiment spontanés et qu'il surjoue la plupart du temps, mais qui deviennent virales et qui sont très très appréciés de sa communauté. Ce qui intéresse les gens qui le regardent, c'est ces moments de rage, et les jeux sont surtout une excuse à l'énervement. Et ça, en fait, ça fait un lien assez logique avec Jean Pormanov, puisque le personnage que s'est créé Raphaël Graven, il est connu exactement pour les mêmes raisons que TheKerry78. En fait, personne ne regarde vraiment Jean Pormanov pour son jeu, mais plutôt dans l'espoir de le voir péter un câble en direct, donc les deux vont commencer à streamer ensemble. Sauf que TheKerry78, à part du jeu vidéo, il fait un autre type de contenu, on va dire, assez bizarre. Des faux lives scriptés avec son colocataire Kenny. Et on va dire que l'ambiance de ces lives, elle est plutôt, disons, particulière. Je vous laisse juger sur pièce avec cette vidéo où Kenny raconte à TheKerry78 qu'on lui a volé son téléphone. Qui te l'a volé? Des gens. Non, regarde, on me l'a pas volé, je l'ai cassé. Non mais Kenny, regarde. Kenny, regarde, je suis pas en forme en ce moment là. Je suis fatigué, j'ai le déménagement qui me ronge la tête. Tu m'aides pas, Kenny. Je te jure, tu m'aides pas. Je te jure, tu m'aides pas. Je suis à tout gérer tout seul. C'est pas mon problème. Viens là. Quoi? Non, là, non, là. non, non. La vie de Non, ma mère, écoute, non. la vie de ma mère, et je vais te faire rentrer dans la douche comme ça. Non, La vie de ma mère. non. La vie de ma mère. Là. Attends. Là. Non. Ta gueule.
Alors oui, cette vidéo, c'est une mise en scène, mais c'est aussi de la violence et de l'humiliation utilisée pour faire des vues et provoquer du clic. Et c'est cette même mécanique malsaine qui va s'installer entre The Kerry78 et Jean Portmanov. Je cite une déclaration de The Kerry78 qui vient d'un article du Monde de 2025. Mon but avec JP, c'était de faire des combats en 1 contre 1 sur Fortnite. Dès que je le tuais, forcément, je le taquinais, je lui disais « Ah, bien fait !» pour avoir plus de ses réactions épiques. En gros, les colères et l'énervement de Jean Portmanov deviennent la mécanique centrale des lives avec The Kerry78. The Kerry78 pousse chaque fois le bouchon un peu plus loin, ce qui transforme petit à petit Jean Portmanov en souffre-douleur. Une situation qu'en privé, Raphaël Graven ne vit pas forcément très bien. Quand il n'est pas Jean Portmanov et qu'il redevient lui-même, il dit se lasser de Fortnite et de ce schéma toxique. The Kerry78 reconnaît, je cite, que JP n'avait parfois plus envie de streamer à cause de ce schéma. Cela dit, au départ, cette violence, elle semble aussi avoir eu ses vertus, en tout cas en apparence. Grâce à la visibilité de The Kerry78, Raphaël Graven, il sort de la pauvreté. Lui qui était au RSA quelques temps avant, il découvre qu'il peut vivre de ses réseaux, et même très bien en vivre. Il découvre aussi la notoriété. Par exemple, sur Twitch, Jean Portmanov atteint bientôt les 669 000 followers, ce qui est tout simplement énorme. Cela dit, la dynamique avec ses viewers est loin d'être bienveillante et beaucoup d'entre eux viennent uniquement pour se moquer de lui et essayer de le mettre en rage comme le fait en live The Kerry78. Oui, Jean Portmanov est célèbre, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En réalité, Raphaël Graven est déjà enfermé dans un rôle, celui du type qui craque et qui hurle quand on le pousse à bout. C'est ce que les gens veulent voir, c'est ce pourquoi les gens paient. S'il veut continuer à gagner de l'argent, Raphaël donc il doit continuer à jouer son personnage encore et encore et encore. S'il a bien créé Jean Portmanov, désormais c'est lui qui en est prisonnier. En 2022, les lives entre Jean Portmanov et The Kerry78 s'arrêtent. C'est que The Kerry78, il accumule les polémiques de plus en plus graves. Pratiques commerciales trompeuses autour de la vente de NFT, relations ultra problématiques avec une mineure de 16 ans. Pour Raphaël Graven, ça ne passe pas. Il décide de laisser tomber son ancien partenaire et de rejoindre une autre équipe de streamers qui essaie de l'approcher depuis quelques temps, le Local. Ce sera avec eux, malheureusement, qu'il perdra la vie lors d'un live, mais pour autant, même aujourd'hui, en connaissant la fin tragique de l'histoire, sa décision de quitter son ancien duo reste sensée. Non seulement la dynamique avec The Kerry78 était incroyablement toxique, mais celui-ci sera par la suite au cœur d'histoires de plus en plus sombres, comme lorsqu'il sera avisé par une enquête pour viol en 2023, ou lorsque la jeune femme mineure avec qui il était en relation se suicidera en 2025, 4 ans après leur séparation, et qu'il capitalisera sur cette mort pour faire des vues sur Instagram en jouant la tristesse, pour à côté ne pas donner 1 euro à la cagnotte en ligne mise en place par la famille après le décès, ni n'adresser le moindre mot de condoléances aux parents. Je précise que ces informations viennent de témoignages directs des parents de la défunte, recueillis par Le Monde en mai 2025. Donc, le changement d'équipe pour Jean Portmanov, au départ, ça fait sens. Surtout que depuis quelques temps, Jean Portmanov, il sait qu'il risque d'être définitivement banni de Twitch. En fait, ça lui pendait au nez depuis longtemps, entre les insultes, les comportements toxiques, ça fait un moment qu'il joue avec les limites des règles communautaires de Twitch. Parce que ce que propose Jean Portmanov en ligne, c'est plus vraiment du stream jeux vidéo depuis longtemps. C'est des streams d'un tout autre genre qui rentrent dans une catégorie très glauque qu'on appelle le trash streaming. Le trash streaming, c'est des streams qui jouent en temps réel sur le voyeurisme malsain des spectateurs. Dans le trash streaming, le ressort principal de l'attention, c'est la mise en scène des comportements socialement inacceptables que les viewers déclenchent généralement par des dons. En gros, les gens se connectent et ils payent pour voir des comportements dégradants ou humiliants. Évidemment, plus la somme est importante, plus les actions deviennent hardcore. Pour 10 euros, tu te verses un verre de coca sur la tête. Pour 100, tu te mets une gifle. Pour 1000, tu mets une gifle à la personne à côté de toi, etc. etc. Forcément, il n'y a rien de bon qui sort de tout ça. Quant au modèle économique qui repose sur une escalade permanente de violence et d'humiliation, ça finit toujours par très mal tourner. En 2020, Refly, un youtubeur russe, avait enfermé de force et pendant plusieurs heures sa petite amie à l'extérieur de leur appartement. Une demande d'un de ses viewers qui avait même payé 1000 $ pour ça. Sa petite amie, elle était en sous-vêtements, dans une région où les températures descendent bien en dessous de zéro, et Refly l'avait frappée pour l'emmener dehors, au point de lui causer un traumatisme crânien. Elle n'y survivra pas et sera déclarée morte par les secours, alors que la caméra du live tourne toujours. Et ça, c'est le genre de drame que la plupart des plateformes veulent éviter à tout prix. C'est pourquoi le trash streaming est généralement très mal vu et souvent banni assez rapidement. Enfin, quand je dis les plateformes, il y en a une qui s'en fout complètement et qui pousse même plutôt à ce que les gens regardent ce genre de contenu.
la plateforme de streaming australienne Kick. La plateforme Kick, c'est l'anti-Twitch par excellence. C'est une plateforme qui a bâti sa réputation sur l'absence totale de modération. Sur Kick, faire un salut nazi, c'est ok. Promouvoir et faire des jeux d'argent, c'est ok. Montrer des images violentes ou des images à caractère sexuel, c'est ok. Et évidemment, le trash streaming, ils adorent. Comme l'explique le sociologue Nathan Ferré, un chercheur qui a travaillé sur les pratiques du live streaming et qui a notamment comparé les utilisateurs de Twitch et les utilisateurs de Kick. Kick, c'est une plateforme de live complètement à part qui attire un public plus jeune que Twitch, un public majoritairement masculin et orienté politiquement plus à droite, voire à l'extrême droite. Un public manifestement fasciné par le trash, le glauque et la violence. Et ça tombe bien pour Raphaël Graven, parce qu'à force de surjouer son personnage de Jean Portmanov, sa communauté, le trash, le glauque et la violence, c'est exactement le contenu qu'elle attend, et c'est exactement ce que lui, il leur donne. Donc, il sait qu'à part sur Twitch, il est condamné, et que le seul endroit où il peut continuer, c'est sur Kick. Seulement, passer d'une plateforme à l'autre, perdre ses abonnés, c'est loin d'être facile. C'est là où le local apparaît comme une opportunité en or, parce que le local, ils sont déjà sur Kick, ils ont déjà une communauté là-bas, et ils peuvent aider Jean Portmanov à retrouver très rapidement son public. Alors Raphaël, il accepte la proposition, et ça va changer sa vie. Littéralement toute sa vie. Parce que rejoindre le local, c'est pas juste une alliance technique, une alliance d'internet comme il avait avec The Kerry 78. C'est pas juste chacun reste chez soi et on fait des streams ensemble en s'appelant un petit peu sur Discord. Non, le local, c'est un vrai collectif qui tient son nom d'un lieu physique, un bâtiment situé dans la vallée du Paillon près de Nice. Donc un vrai endroit où se déroulent les streams. Sauf que Raphaël Graven, il vit à Metz avec sa mère, donc il vit à 900 km de là. Et les membres du local vont le pousser à tout plaquer pour les rejoindre. Mais attention, ils ont aussi des promesses. L'un des membres du local, Owen Senazandotti, surnommé Narutovi, propose notamment à Raphaël Graven de s'installer dans l'appartement vide de son oncle à Nice. Et franchement, comment refuser? Alors Raphaël déménage et il laisse sa mère et toute sa vie derrière lui. Au local, une deuxième chose change, le concept désormais c'est plus juste de jouer à un jeu vidéo et de rager de temps en temps, maintenant c'est 100% ce qu'on appelle du live IRL. En gros, on allume une caméra et on fait quelque chose devant. Sauf que ce genre de live, c'est quand même assez difficile. Il n'y a pas le support du jeu vidéo pour occuper le viewer quand on n'a rien à dire, il faut tout faire soi-même. En plus, le local, je le redis, c'est un vrai bâtiment physique, avec un loyer, avec des charges. Pour pouvoir assumer tout ça, il faut ramasser de l'argent. Et le modèle que choisissent les membres du local pour se faire du fric, vous vous en doutez, c'est le trash streaming. Donc, dès que la chaîne Jean Portmanov commence à diffuser sur Kick, les viewers découvrent un tout nouveau spectacle. Jean Portmanov n'est plus seul, maintenant il live à 3 ou 4 avec les autres membres du local, et notamment 3 autres hommes qui seront présents dans presque tous ses lives à partir de maintenant, Narutovi, Safin et Kudu. Et la dynamique, elle est très claire. Narutovi et Safin sont les bourreaux, et Jean Portmanov et Kudu sont les victimes. Voilà comment Safin décrit lui-même les choses au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Je cite « Chacun avait son rôle. Moi, mon rôle, c'était de faire chez JP, et lui, c'était vraiment de faire des réactions. Il devait faire des réactions de ouf pour des trucs de base où tu fais pas des réactions comme ça. Et quand Safin parle de faire chier, il le fémise énormément. J'ai décidé de pas vous montrer d'image parce que c'est vraiment horrible, mais désormais, un live de Jean Portmanov, c'est un live où à tout moment, Raphaël Graven se fait tirer dessus avec un pistolet de paintball. Ou alors un live où on le force à avaler de la pâté pour chat, où on lui crache dessus, où on le maintient de force sur une chaise et on lui renverse des liquides sur la tête, de l'huile, des œufs, de la peinture, des produits ménagers. Régulièrement aussi, on l'étrangle, on lui écrase la gorge, on le gifle. Et c'est pas pour de faux, c'est de la violence véritable où chaque coup est vraiment porté. Même Safin le reconnaît. Au micro sur RTL, il expliquait. C'était de vraies claques. On ne peut pas tout simuler, c'est impossible de tout simuler, mais tout était consenti. Et ça sera la grande ligne de défense des membres du local après la mort en live de Raphaël Graven. Tout était soi-disant consenti. Oui, disent-ils, on frappait et humiliait Raphaël Graven tous les jours, mais il était d'accord, il était consentant. Sauf que plusieurs éléments remettent en question cette ligne de défense. D'abord, en déménageant à Nice, Raphaël Graven s'est retrouvé dans une totale dépendance vis-à-vis de Narutovi, notamment car c'était lui qui l'hébergeait. Attention, c'était pas gratuit, Raphaël Graven payait un loyer à Narutovi, mais un loyer au black. Donc, un loyer sans aucune des garanties de protection d'un bail locatif.
Pierre, un lanceur d'alerte qui a diffusé aux médias près de 1730 vidéos prouvant les violences subies par Raphaël Graven, expliquait à Radio France à ce propos « L'emprise que Owen Senazandotti dit Narutovi avait sur Jean Portmanov était réelle. Sans lui, il finissait à la rue. » À plusieurs moments, Owen le menace carrément de le virer de son appartement, parce que l'appartement dans lequel vivait Jean Portmanov appartenait à l'oncle d'Owen et s'était payé au black. Donc du jour au lendemain, il pouvait le virer. En plus, Raphaël Graven avait, semble-t-il, perdu le contrôle financier de sa propre chaîne. Désormais, l'argent rapporté par Jean Portmanov était géré par le local, qui lui reversait un salaire. Mais la répartition des gains semble quand même assez floue. L'avocat de Narutovi et Safin revendique que chacun touchait une part équitable entre Narutovi, Safin, Jean Portmanov et Kudu, sauf qu'en 2024, Mediapart avait révélé que Kudu, l'autre souffre-douleur de la chaîne, n'avait pas touché un seul euro pendant plus d'1 an. J'ajouterai aussi que, concernant Kudu, il s'agit d'un homme handicapé sous curatelle, ce qui pose évidemment d'autant plus fort la question de son consentement aux violences qu'il subissait. En réalité, comme l'explique la chercheuse en criminologie Marlène Dulaurent, tout sur la chaîne Jean Portmanov démontrait une mécanique d'emprise de la part de Narutovi, Safin et les autres responsables du local sur Raphaël Graven. Je cite Marlène Dulaurent, « L'isolement progressif par des streams répétés coupant tout lien avec le monde extérieur, la dépendance renforcée par des revenus cumulés constituant une part importante des ressources du groupe, l'inversion de la culpabilité où les sévices présentés comme du divertissement macabre mais consenti transfèrent la responsabilité sur la victime qui devient complice de sa propre exploitation. Dans ce contexte, la victime apparaît comme instrumentalisée, ses choix et sa dignité semblent conditionnés par la dynamique de groupe, la pression des pairs et l'intérêt économique. L'illusion de libre arbitre peut alors servir de justification aux auteurs des faits pour se déresponsabiliser. » Pour résumer ce qu'elle vient de dire, en gros, à Nice, Raphaël Graven, il était complètement seul. Il était isolé, il était dépendant matériellement et financièrement d'un groupe qui le poussait à accepter des sévices de plus en plus violents, tout simplement parce que c'était ça, le système économique du local. Au local, on vendait pas du divertissement. Au local, on vendait des sévices contre de l'argent. Et pour ça, il fallait des victimes, des gens à frapper, des gens à humilier. Arthur Delaporte, le président de la commission parlementaire sur TikTok, qui avait auditionné de nombreux influenceurs, parle même à propos de Jean Portmanov, je cite, « d'une emprise qui s'apparente à une dérive sectaire ». Il ajoute, je cite encore, lorsqu'un individu est manifestement piégé dans une mécanique qui le dépasse, ce consentement n'est aucunement libre et encore moins éclairé. La dignité humaine est un droit fondamental. Aucune promesse de revenus, de visibilité sur les réseaux sociaux ou de notoriété ne devrait permettre d'y déroger. Pour finir, sur la ligne de défense en termes de consentement revendiqué par Safin et Narutovi, je voudrais vous lire le dernier texto envoyé par Raphaël Graven à sa mère pendant le live de 298 heures où il a trouvé la mort. « Salut maman, comment tu vas ? Coincé pour le moment avec son jeu de mort, je pense que là, ça va trop loin. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. J'en ai marre, je veux me barrer. L'autre ne veut pas, il me séquestre. Tu as vu pour qui ils me font passer. » Voilà, tout est dit. Avant sa mort, Raphaël Graven ne se sentait pas du tout libre. Il se sentait, je cite, séquestré par Narutovi et voulait partir. Malheureusement, il n'en aura jamais l'occasion. Quelques heures après ce message, il perdra la vie. Ça faisait 12 jours d'affilée qu'il endurait des sévices sans interruption. Noyades, strangulation, coups de gants de boxe, tirs d'armes de type paintball, claques sur la tête, etc. Le tout devant une audience massive qui en demandait toujours plus. Bien que l'autopsie ait conclu à un décès pour raison médicale, difficile de ne pas voir dans cette mort en live l'inévitable conclusion d'un système basé sur la cruauté, un système qui hélas rapporte autant d'attention que d'argent. Le jour de la mort de Raphaël Graven, la chaîne Jean Portmanov était la première chaîne de kick en France et en août 2024, elle avait même atteint la 4e place des streamers kick les plus regardés et les plus populaires au monde. Voilà, en conclusion, j'aurais voulu vous dire que cette affaire s'arrête ici, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. À peine 1 mois et demi après la mort de Raphaël Graven, et alors que le parquet de Nice a ouvert une enquête visant Owen Senazandotti, alias Narutovi, et Safin Hamadi, alias Safin, pour des soupçons de violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables, mise en danger et diffusion d'images violentes, eh bien, à peine 1 mois et demi après ces événements gravissimes, Gwen Senazandotti, le frère de Naruto, a décidé de relancer la chaîne Le Local, mais cette fois sur Twitch. Alors, dans le premier live, il a brièvement évoqué la mort de Raphaël Graven, disant, je cite, qu'il avait parfois un petit coup de mou quand il y pensait, mais je cite encore, qu'il n'allait pas pleurer tous les jours non plus. Et effectivement, il ne semblait pas très affecté par la gravité des événements précédents, puisque dans cette nouvelle version du local, Gwen Senazandotti fait exactement les mêmes choses que dans l'ancienne. Je vous propose de regarder une courte vidéo qui résume la situation faite par Mediapart. Je crois que ça va être un live sans caméra et juste de la violence.
Ouais, mais il faut pas que tu sois devant la cam, on est sur Twitch. Je coupe la cam. Non. Ne remets pas la cam, je vais te ban. Aïe. 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 Oh là, le shoot. Coupe la cam, coupe la cam. Attends. J'ai senti qu'il y a une claque qui est partie, qui t'a enlevé les lunettes et c'est un peu allé dans tes yeux. Mais premier degré, elle a pris des grosses baffes. Hein. Attends, on va un peu lui passer aussi les tétons. Voilà, humiliation, violence, c'est assez horrible, et même si on n'est même pas à 1% du niveau hardcore de brutalité qu'avait atteint la chaîne Jean Pormanov, on est déjà de retour dans du trash streaming bien dégueulasse. Alors cette séquence, elle a donné lieu au bannissement de la chaîne du local par Twitch, mais uniquement pour 24 heures en raison du non-respect des règles communautaires. Donc normalement, le nouveau local pourrait revenir en ligne s'il le voulait après à peine une toute petite journée. On peut dire que c'est une décision assez laxiste de la part de Twitch. Heureusement, la justice s'est aussi emparée de l'affaire et a ouvert une nouvelle enquête en flagrance pour violence volontaire en réunion et diffusion d'images d'atteinte à la personne. Et depuis, le local n'a plus diffusé en ligne. Mais au fond, le plus grave dans ce retour, c'est juste qu'il ait eu lieu. C'est que des personnes ayant déjà participé directement ou indirectement à la mort d'un homme, des personnes dont certains proches sont aujourd'hui poursuivis par la justice pour ces violences, eh bien, ces personnes, elles aient trouvé normal de recommencer à l'identique, à humilier et agresser des gens simplement en changeant de plateforme. Le plus grave, c'est aussi qu'une partie de leur public qui a assisté il y a à peine 1 mois et demi à la mort d'un homme en direct, eh bien ce public il soit revenu. Que ce public il ait aussi décidé de recommencer à payer pour voir des sévices. Tout ça, ça révèle une incapacité profonde de chacun à reconnaître la gravité des faits, à mesurer sa propre responsabilité dans ce qui s'est passé. Ça prouve aussi qu'on ne peut pas attendre de tous ces gens qu'ils changent. À nous aussi d'apprendre à identifier ces contenus quand ils apparaissent sur des plateformes qu'on utilise. À nous de ne jamais minimiser leur gravité. À nous aussi de les dénoncer et de les combattre systématiquement. À nous de faire exister un autre Internet et faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de Jean Pormanov. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour votre soutien sur YouTube qui est de plus en plus important et ça me touche énormément. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, il y a un petit lien juste sous la vidéo et si jamais vous n'avez pas les moyens, vous pouvez tout simplement vous abonner, mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine, ciao! Banger, la musique de pause, ouais, moi aussi je l'adore. Ma théorie, ce DJ américain et en fait les Daft Punk. Robot, nanana, technologie, robot. Non, ils méritent pas ça, les pauvres. La pire imitation des Daft. Robot, technologie, robot. C'est aérodynamique là. Nanana, to get free. Ta-na-na to get free, ah lucky, ah oui, lucky.